Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci aux courageuses et aux courageux qui étaient déjà présents aux autres tables rondes. On va aborder à présent justement un sujet particulièrement sensible et crucial sur cet échange, l'industrie et la pénurie de main-d'œuvre. Et notre ambition quelque peu immodeste, sans doute, vous apporter quelques pistes de solutions. Quand on voit ce que font les voisins avec plus ou moins de succès, ça peut faire germer ça et là quelques idées. Voici comment on a présenté cette table, confrontée à des difficultés de recrutement, à des pénuries de profils qualifiés. Les industriels doivent multiplier les pistes et explorer toutes les opportunités, promotion des métiers, alternance, insertion, coopérative d'emploi. On vous propose donc une revue de détail et une mise en perspective avec des acteurs impliqués dans la thématique. Ces acteurs sont au nombre de 3. Voici Florence Gillot, qui est directrice administrative financière de Techni Aéro. Vous pouvez lever la main parce qu'on ne vous connaît pas encore, mais on a le plaisir de le découvrir. On peut l'applaudir. Bravo, Florence. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Solina Rabot, directrice des ressources humaines d'ACC. Et tout au bout, c'est Alexandre Lecamus, délégué général de l'UIMM Gironde-Land. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On commence avec vous, Alexandre. Finalement, qu'est-ce qu'une organisation professionnelle comme l'UIMM peut mettre en place pour aider les entreprises dans leurs besoins de recrutement ? Alors, écoutez, on va être forcément dans un faisceau de solutions et de micro-solutions parce que les sujets de recrutement sont des sujets de dentelle. C'est des personnes qui rencontrent des projets d'entreprise. Donc, les grandes solutions macro sont rarement efficaces. Dans un contexte, je voudrais resituer en juste quelques données. Ce qui est important à comprendre, c'est que les difficultés de recrutement actuelles, elles sont liées à des difficultés conjoncturelles liées à la reprise post-Covid et au fait que tous les secteurs d'activité recherchent en même temps des compétences. Donc il y a cette dimension qui est très sensible actuellement, mais elle est liée aussi dans l'industrie et sur les emplois qualifiés de l'industrie à des problèmes structurels qui sont très importants. Je vais donner simplement 2 chiffres pour illustrer ça. La pyramide des âges dans l'industrie régionale. Il y a près de 20% des effectifs en place dans les entreprises aujourd'hui qui ont plus de 55 ans. Et il y en a moins de 5% qui ont moins de 25 ans. Donc, dans les 10 ans qui viennent, les 20% d'effectifs qui vont partir à la retraite, c'est le cœur du savoir-faire technique, technologique de la région. Donc là, il y a un enjeu de renouvellement très important. Et le deuxième chiffre, c'est entre les besoins prospectifs de recrutement sur ces profils qualifiés et les sorties de formation initiale. On est du simple au double. Il en sort 2 fois moins que le besoin. Donc on voit bien que l'enjeu, il est conjoncturel, c'est très sensible en ce moment dans les entreprises, mais il est aussi à moyen long terme avec l'impératif de faire susciter des vocations pour travailler dans l'industrie, pour pouvoir répondre à l'énormité des challenges industriels qui se présentent à notre pays, à notre région. Donc dans ce contexte, une organisation professionnelle telle que celle que je représente, l'UIMM, on essaye de travailler sur ces différentes dimensions. Donc sur le moyen long terme, on fait depuis longtemps de la formation. On a développé tout un réseau de centres de formation d'apprentis sur les métiers techniques, opérateurs de production, techniciens supérieurs, niveau bachelor, ingénieurs. On en forme beaucoup et c'est une bonne solution de recrutement. Pas forcément pour répondre à des besoins immédiats, mais aussi pour être capable de structurer des stratégies de compétences dans les entreprises et de s'ancrer aussi avec une image positive dans un territoire en donnant des perspectives aux jeunes et aux familles. Donc apprentissage, formation de demandeurs d'emploi, évolution de compétences, reconversion professionnelle, donc moyen-long terme de la formation. À court terme, on essaye aussi de prendre des initiatives. Alors on fait depuis longtemps des schémas classiques de mise en relation offre-demande d'emploi. On a un job board qui s'appelle l'Industrie Recrute, qu'on met à disposition des adhérents, qui à la fois, ils peuvent déposer leurs offres et c'est en partenariat avec des sites comme HelloWorks, Indeed, le Pôle emploi, APEC, etc. Et puis, il y a une banque de données de CV qui est accessible gratuitement. J'ai pris les stats là 2022 pour l'UIMM Gironde-Land uniquement, donc sur notre circonscription à nous. On a eu 560 offres qui ont été déposées quand même par nos adhérents sur le job board et il y a eu 4960 candidatures qui ont été fléchées dessus. Donc on est quand même à des ratios de 8 candidatures par poste, ce qui dans l'industrie est quand même pas mal, en particulier dans les PMI où parfois il y a beaucoup d'annonces qui restent sans réponse.
Voilà un autre type d'initiative. Et puis après, on essaye de mettre en place des dispositifs opérationnels. Et on a créé récemment là une coopérative d'intérim entre nos adhérents. L'objectif, c'était de constituer un vivier de compétences qualifiées et de le mettre à disposition des entreprises qui sont souvent en relation avec des entreprises d'intérim du marché classique, mais à des conditions économiques qui sont pas toujours avantageuses. Et donc, on voulait essayer de constituer ça et de le mettre à disposition avec un esprit et de profiter de l'intermission pour former. Et nous, utiliser l'outil aussi pour favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi conformes, voire reclasser des gens qui ont des licenciements économiques ou des plans d'ajustement d'effectifs dans les entreprises. Donc, je ne vais pas trop développer sur le sujet parce que peut-être que Solina Rabot va en parler, puisque ACC fait partie des entreprises qui participent au projet. On a un tarif unique qui est à 1,85, quelle que soit la durée de la mission, quel que soit l'emploi visé. Et si les entreprises recrutent en CDI, c'est gratuit, on ne fait rien payer. Donc sur nos flux en 2022, là, donc ça marche pas mal, hein, on a équilibré dès la première année. Là, on a à peu près 75 coopérateurs. On a fait plus de 40 équivalents temps plein en moyenne sur l'année. Et surtout, chiffre très intéressant, on a près de 30% des intérimaires qui ont travaillé pour la coopérative qui sont aujourd'hui en CDI chez nos adhérents. Donc c'est vraiment un sas d'accès à l'emploi pérenne et qualifié. Voilà le type d'initiative qu'on peut prendre. Et puis après, sur le très long terme, il y a susciter des vocations, la promotion de l'industrie et de ses métiers. On en reparlera au cours de cet échange. Alors, on a justement deux cas d'école avec deux entreprises avec nous. Vous avez parlé d'ACC. Alors, ACC, on présente ça comme l'Airbus de la batterie. Il y a un certain nombre de fées qui se sont penchés sur son berceau, notamment Mercedes et Total. Mais j'imagine que néanmoins, vous ne pouvez pas proposer des salaires aussi attractifs que ces grands groupes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attirer les talents? Alors, on fait appel notamment à Acier, qui est la structure dont vient de parler Alexandre. Voilà, collez bien votre micro qu'on vous entende bien. Alors, oui, c'est quoi spécifiquement? Ça, c'est une coopérative, c'est quoi? C'est une coopérative, une petite structure aujourd'hui qui propose un service de qualité et de proximité. Et la taille de la structure permet aujourd'hui d'être très réactif et d'avoir une connaissance du tissu local. Donc un travail de proximité qui est vraiment appréciable et une connaissance aussi de la Convention de la métallurgie à laquelle nous sommes rattachés. Et comment ça marche cette coopérative concrètement? Le mode de fonctionnement est assez proche de celui des entreprises de travail temporaire classiques avec un peu plus de souplesse dans la gestion. D'accord. De votre côté, Florence, quand on a échangé, vous nous avez dit nous, on a formé des gens, on prend le temps de former des gens, et certains ont lâché des CDI pour aller prendre des CDD chez Dassault. Comment on fait pour fidéliser? On parle de Technia Aero, une entreprise de quelle taille à peu près? Alors, on vous entend pas. Vous prenez le micro d'Alexandre. Là, on vous entend bien. Donc, nous, Technia Aero, on est à Bayonne, société dans les métiers de l'usinage, de la tôlerie et de l'assemblage aéronautique. Donc, on est sous-traitant aéronautique 100%. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis le Covid, il y a une nouvelle notion du travail qui est apparue. On a senti que les gens voulaient plus passer autant de temps peut-être au travail, ou en tout cas qu'ils voulaient être aussi bien considérés. Pendant des années, je pense qu'ils sont beaucoup investis dans des entreprises, et puis on a vu tous les PSE passer. Donc c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle notion du travail qui est apparue. Mais à côté de ça aussi, ce qui s'est passé, c'est que forcément le coût de la vie augmente. Le carburant, voilà, le coût de la vie en général. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent tout à fait quitter un CDI pour aller en intérim chez Dassault pour gagner tout de suite plus. Et puis évidemment, dans l'objectif éventuellement d'être embauché à terme, ce qui n'est pas toujours vrai puisqu'aujourd'hui la stratégie des donneurs d'ordre est pas forcément toujours celle-ci. Mais en tout cas, ils tentent ça. Donc nous, on a 6 ans d'existence, donc on est une entreprise jeune, même si la plupart des gens dans l'entreprise ont 20 ans d'expérience dans l'aéro. Donc on a constitué une équipe, moi je suis aussi la cofondatrice, donc j'ai embauché chaque personne de mon entreprise. On a démarré à 2 il y a 6 ans, on a eu 2 ans de Covid, pour autant aujourd'hui on est 40 collaborateurs. Donc on a mis en place en effet des outils qui ont été cités notamment par Monsieur Le Camus, voilà, des outils qui existent, même si Acier c'est très récent, mais ces outils existent depuis un bout de temps. Donc nous on travaille là-dessus depuis pas mal de temps.
Oui, pour revenir à ça, aujourd'hui, ils sont partis, ces gens sont partis. Pour autant, on reçoit aussi beaucoup de gens en entretien qui nous disent en effet qu'ils ont envie de s'impliquer dans une entreprise et d'être considérés, de pas être seulement un numéro dans un grand groupe. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait la force des PME. Il y a eu ces PSE, les gens nous ont dit voilà, même si aujourd'hui ces entreprises les rappellent, ils n'y retourneront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jetés comme des mouchoirs, et non pas parce qu'ils veulent pas forcément travailler dans ces entreprises. Donc là, on a une carte à jouer, nous PME et entreprises nouvelles sur le territoire qui cherchons à embaucher de manière importante, puisque l'objectif, nous, à 2-3 ans, c'est de doubler l'effectif. Donc on travaille en effet beaucoup parce qu'il y a ces entreprises donneurs d'ordre qui sont très attractives sur les territoires. Moi demain j'aurai jamais un intéressement comme un Dassault, j'aurai jamais un CE comme un Dassault, mais pour autant j'essaye de donner du sens au métier de mes collaborateurs. Aujourd'hui je gère pas des ressources humaines, je gère une équipe. Et quelle que soit la personne, que ce soit un opérateur dans l'atelier ou quelqu'un dans les bureaux, tous les gens sont importants. Moi, je sais pas poser un rivet, donc aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est très très important. Et le but, en effet, c'est de donner du sens à nos métiers, de faire entendre qu'on peut avoir une vie à la fois vie pro, vie perso, qui arrive à se concilier. Attirer les jeunes vers nos métiers parce qu'on est une entreprise de chaudronnerie et pour autant on arrive à mêler la digitalisation, les nouvelles technologies avec nos savoir-faire traditionnels. Ça aussi c'est important pour attirer les jeunes. Et en effet, on n'a pas attendu le Covid pour mettre en place l'alternance, notamment dans nos entreprises, puisque dès le début, on a toujours eu 20% d'alternants. Alors 20% quand vous êtes 5, c'est sûr que... Mais 20% aujourd'hui, on est 40, on a toujours près de 20%. Et en effet, quand il y a eu le Covid, on s'est dit, on va pas se débarrasser des alternants. Moi, je me souviens en effet de réunions entre adhérents de la chambre patronale, hein, où les gens disaient, avant même le Covid, hein, ils vous disaient... oui, moi je prends pas des alternants, des PME, hein. Je prends pas des alternants parce qu'après on les forme pendant 3 ans et on se les fait voler par par un donneur d'ordre. Bon, par Safran ou Dassault, c'est la même, hein. Je veux dire, voilà, peu importe. Bon, et nous on s'est dit, ben oui, mais si ça apporte un souffle dans l'entreprise, ça permet aussi de valoriser le travail des tuteurs dans l'entreprise. Donc tout ça c'est déjà important pour ça, et puis surtout tant pis, c'est le jeu. Aujourd'hui un gamin de 20 ans que vous formez pendant 3 ans, s'il a envie d'aller voir ailleurs, autant le laisser aller voir ailleurs. Mais voilà, on n'a pas abandonné nos alternants pendant le Covid, et aujourd'hui 3 ans après les avoir formés, ils passent par exemple leur bac pro, et je suis ravie de me dire que c'est peut-être des gens que je vais pouvoir embaucher. Donc en effet, il faut aussi jouer le jeu de l'alternance. Peut-être que j'ai aussi en effet d'autres. Pardon. La cloche n'est pas liée à vous. Ah, la cloche n'est pas liée à moi. Fois. Bon, brièvement, on travaille aussi donc beaucoup sur notre marque employeur, mais ça, je pense que Solina aussi travaille dans ce sens-là. On a la transition toute faite. Justement, on parle beaucoup de cette marque employeur. Sur quel levier vous travaillez, Solina, à votre échelle chez HCC pour valoriser la marque employeur? On utilise les médias, les réseaux sociaux, la qualité de vie au travail. C'est un point vraiment important sur lequel on a décidé d'investir. Après, quand certains journalistes vous nomment l'Airbus de la batterie, c'est sûr que ça peut attirer déjà des gens, quoi. Vous avez déjà le marketing communication qui a bien fonctionné. Oui, c'est ça. Donc, on travaille également sur le prêt de main-d'œuvre entre industriels. Et on essaye d'ouvrir notre sourcing de recrutement dans des secteurs autres que l'industrie. On a envisagé par exemple le secteur militaire via les cellules de reconversion. Donc on essaye vraiment de couvrir assez large, quitte à aller sourcer à l'étranger, même si on rencontre d'autres difficultés par ce biais. Et ça peut effrayer. La problématique de la main-d'œuvre étrangère? Oui, alors pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce que... Non, du recrutement, oui, la difficulté la difficulté de prendre quelqu'un. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, nous, on a aussi travaillé avec le GEC Industrie. D'ailleurs, chargé de mission est dans la salle, il pourra rebondir sur mon propos. Mais nous, petite entreprise, c'est vrai que c'était... On rappelle ce que c'est que le GEC Industrie. Alors, le GEC Industrie, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, on a un GEC Industrie ici en Aquitaine.
dont le siège est basé en effet dans le 40, mais qui se déplace y compris en Gironde, voilà, 64, 65, 40 Gironde, peut-être plus, je ne sais pas, il faudra préciser. Mais donc l'idée là, en effet, c'est de prendre des gens éloignés de l'emploi, que ce soit des travailleurs étrangers ou des jeunes déscolarisés, enfin tous les gens qui en fait peuvent avoir des compétences mais qu'on ne soupçonne pas, et de les amener à la rencontre des entreprises. D'abord, on fait une période d'immersion, hein, et ensuite on met en place en effet un contrat de professionnalisation pour les faire monter en compétences et leur faire passer des certifications liées à nos besoins, à nos métiers. Et l'intérêt du GIEC Industrie, c'est surtout l'accompagnement social qui est donné aussi aux candidats. C'est-à-dire qu'il est suivi par un chargé de mission, et le GIEC s'occupe de éventuellement lui trouver un logement, parce qu'on sait que notamment dans nos régions c'est assez compliqué, le suit pour éventuellement sa famille, le suit pour obtenir des papiers, etc. Nous on a eu le cas avec un travailleur de nationalité espagnole qui était d'origine algérienne, que le GIEC m'a présenté sur un salon. Bon, ok, mais on a fait une immersion, ça s'est très bien passé. Le monsieur était vaillant, il avait envie d'apprendre un métier. On a été d'accord pour mettre en place une formation interne, mais c'est vrai que ce côté, il avait pas de numéro de sécu, il avait pas la nationalité française, il avait pas de logement. Enfin, vous vous dites. Donc, on a travaillé avec le GIEC, et en effet, le service d'accompagnement social a permis de lui trouver un logement, de s'occuper de l'inscrire en effet à Pôle Emploi, à la Sécurité sociale, etc. Pendant 1 an, donc, on a fait un contrat de pro, on l'a formé en interne sur le métier d'ajusteur et bavureur, et à l'issue, on lui a fait passer une certification, donc un CQPM de la métallurgie, un CQP de la métallurgie, et puis aujourd'hui, je l'ai embauché en CDI. Et c'est quelqu'un qui est vraiment à qui je confie d'ores et déjà des stagiaires, et qu'on va encore faire monter en compétences au sein de l'entreprise. Ça, je trouve que c'est un très bel exemple pour expliquer ce qu'est le GIEC Industrie. Solina, vous travaillez aussi sur la diversité. Alors vous, c'est un peu spécifique. Vous avez 33 nationalités sur votre site, mais pas uniquement la diversité en termes de nationalité. Expliquez-nous. La diversité, elle est à tout niveau. Alors, il y a les genres plus classiquement, mais aussi la diversité, on parle de neuroatypie. Donc, c'est une voie qu'on explore également, puisque les neuroatypiques représentent environ 2% de la population française. Donc, c'est un volet qui nous intéresse et qu'on souhaite creuser davantage. Alors, quand vous entendez tout ça, Alexandre, toutes ces initiatives, vous dites que ça va dans le bon sens, qu'on est encore loin de l'objectif d'équilibre et de trouver des vraies réponses, enfin, des réponses pérennes à cette pénurie de main-d'œuvre. Comment on... Alors, moi, ce que je trouve, c'est que ces témoignages illustrent très bien une chose, c'est que les limites de la mobilité interne à la filière. On voit bien que c'est pas en faisant tourner, il y a eu des exemples qui ont été pris, la main-d'œuvre entre les entreprises, qu'on va solutionner le problème des compétences pour l'industrie. Il faut qu'on trouve des solutions nouvelles, il faut qu'on ouvre à des profils nouveaux, en faisant aussi la promotion du secteur industriel et de ses métiers. Quel que soit son profil, quel que soit son parcours, on peut s'épanouir dans l'industrie. On le voit avec ce qui a été évoqué, les neuroatypiques dont parlait Solina Rabot tout à l'heure. On le voit sur les parcours d'insertion. On peut, même sur de l'emploi qualifié dans l'industrie, ça peut être l'issue d'un parcours d'insertion à partir du moment où on se donne les moyens d'accompagner, de structurer les dispositifs d'acquisition des compétences. Il ne s'agit pas de dégrader les conditions attendues par les employeurs en termes de qualité de l'emploi, mais il s'agit de s'organiser en amont pour être capable de trouver des solutions dans un contexte, on l'a vu avec les chiffres un peu macro tout à l'heure, qui va être durablement pénurique. Donc il faut qu'on soit capable d'imagination, et il faut qu'on soit capable aussi de susciter des vocations pour les métiers industriels. Mais parce qu'on a un problème, je vais être un peu trivial, mais comment est-ce qu'on rend sexy l'industrie ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez sexy, mais elle a beaucoup d'atouts, quel que soit non, mais avec des typologies d'entreprises. J'en plaisante, mais on se sent qu'on est toujours obligé de convaincre parce qu'il y a une image particulière dans l'industrie, même s'il y a des normes d'amélioration, la qualité de vie au travail, la notion de travail en équipe. Vous êtes finalement à la pointe des nouvelles solutions de recrutement, et on a l'impression quand même que c'est toujours difficile parce que le secteur a un pouvoir d'attractivité plus limité par rapport au reste. Et pourtant, on est tiraillé puisqu'on dit on a envie de réindustrialiser la France, on a envie de retrouver de la souveraineté, et on a l'impression qu'en face, le secteur pâtit encore d'une image oui.
Oui, c'est tout le paradoxe. Il y a beaucoup de représentations sur les métiers industriels. Et il y a, alors même si on doit trouver une vertu à ces crises successives, c'est peut-être celui d'avoir redémontré aux décideurs publics et à la population l'importance stratégique et l'intérêt de l'activité industrielle. Et il y a aussi un décalage perçu entre l'activité industrielle et les attentes des nouvelles générations sur des sujets comme la qualité de vie au travail ou l'environnement, ce qui est complètement faux en fait, hein, parce que l'industrie adresse tous les grands enjeux de ce siècle et de cette planète. La transformation, la décarbonation des process de production, c'est pas en n'allant plus dans l'industrie qu'on va résoudre le problème, c'est en s'y impliquant pour la transformer. On va pas faire disparaître les besoins de mobilité de la population. Si on est intéressé par ces sujets, c'est dans l'industrie que réside la solution de la décarbonation des véhicules, des avions, des bateaux ou des voitures. Donc il faut aussi être capable de refaire rentrer dans l'imaginaire des enfants du pays l'intérêt et la réalité de l'exercice des activités industrielles. Et ça se fera pas évidemment du jour au lendemain. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on est en train de développer un métavers qui s'appelle For Industry, comme Fortnite, c'est le Fortnite de l'industrie, qui s'adresse justement à des collégiens ou à des lycéens pour essayer de leur construire un imaginaire qui présentera les activités, les atouts et la finalité avec une logique de sens du travail des activités industrielles qui sont de tout temps à jamais des activités tournées vers la satisfaction des besoins de la population. L'industrie, finalement, c'est quoi d'autre que ça? C'est les hommes qui s'organisent pour essayer de trouver des solutions pour répondre à leurs besoins. Donc, ce sont des métiers qui ont du sens et qui sont connectés, encore une fois, l'enjeu de l'eau, l'enjeu de l'énergie, l'enjeu même de la nourriture, l'enjeu de l'équipement, de la décarbonation, de la performance de nos équipements publics. Tout ça sont des enjeux industriels. Donc, il faut qu'on arrive à faire passer ce message-là et à faire, parce que vous avez raison, si la priorité nationale, c'est la réindustrialisation, il suffit pas d'aider les industriels pour ça. Il faut que le lien industrie-territoire, la stratégie du pays, soit dans l'éducation nationale, dans chez Pôle emploi, tous les intermédiaires de l'emploi, dans les discours publics, dans les universités, que cette priorisation et stratégie de reconquête industrielle ruisselle, j'allais dire, mais je sais pas si le terme est très approprié, dans l'ensemble de la population. Mais surtout, Florence. tout est industrie. Il faut aussi rappeler aux jeunes que tout est industrie. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Tout est industrie, la table, la chaise, tout ce que vous avez. Le micro. Donc c'est vrai, oui, le micro. Les lunettes que Donc vous avez c'est sur vrai, la tête. oui, pardon. Donc c'est vrai qu'il faut aussi dire aux jeunes qu'autour d'eux, tout est industrie. Et aujourd'hui, on a un pléthore de métiers dans l'industrie aussi. Et l'industrie aujourd'hui, c'est pas l'usine à la Zola de l'époque. On peut tout à fait travailler dans l'industrie. C'est pas une activité salissante. Alors bien sûr, on a quand même des activités salissantes, mais c'est pas, il y a pas cette pénibilité. C'est pas, voilà, c'est pas l'usine à la Zola. Il faut bien qu'ils viennent visiter. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment avec l'UIMM. Hein. Et l'idée, c'est de profiter de la semaine de l'industrie, par exemple, qui a lieu au mois d'octobre, et d'emmener les jeunes. Et puis il y a aussi vous de ressentez se dire... ce décalage, pardon, de perception Oui, des complètement. jeunes quand ils arrivent, ils disent ah mais c'est comme ça finalement l'industrie. Tout à fait. Et puis il y a aussi le discours. Ça fait des années qu'on essaye de ramener les gens vers les filières professionnelles. C'est vous êtes nul à l'école, vous allez en bac pro. Enfin, il y a un moment, moi je connais des gens qui ont fait des très beaux parcours, voilà, en partant d'un bac pro. Et aujourd'hui, en bac pro, moi j'en reçois. J'ai reçu plus de 250 stagiaires en 5 ans. Donc, je vais vous dire, des bacs pro, j'en vois plein. Et ce sont des jeunes, quand vous voyez même des jeunes alternants à 15 ans choisir un métier et se réaliser dans une entreprise, c'est magnifique. Et ensuite, ils peuvent en effet continuer et monter en compétences dans l'entreprise, prendre des responsabilités, etc. Mais moi, j'ai encore des parents qui disent, voilà, vous avez un jeune qui veut être chaudronnier aéro, taper des pièces dans l'atelier, et le père, il dit non, il va faire un BTS. Pourquoi si tu veux, pourquoi tu fais pas la mention complémentaire chaudronnier aéro après ton bac pro? Non, il va faire un BTS, comme ça, il sera mieux payé. Ah, mais il sera même pas embauché chez moi avec son BTS. Parce que je préfère qu'il fasse une mention complémentaire avec les vraies compétences techniques. Et ensuite, je le ferai monter en compétences. Il faut se dire que le rôle de l'entreprise, c'est ça aussi, c'est de faire monter les gens en compétences. Donc, il faut pas hésiter à oser aller découvrir nos métiers. Solina, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, complètement. Ouais. Même si j'imagine que vous êtes une entreprise donc nouvellement créée, on l'a dit avec des actionnaires qui
qui sont puissants derrière, et il y a un petit côté de hype aussi. Est-ce que ça veut dire que les gens viennent davantage ou ça change pas? Alors suffisamment pour qu'on soit plus de 800 en moins de 3 ans. Oui, donc voilà la preuve. Ouais. Vous recrutez d'ailleurs. Non, là je fais exprès parce que je vois des jeunes. On recrute. Ah, vous recrutez. Non, c'était pas une blague. On a une cible à 1600 à fin d'année à peu près. Vous allez doubler là? Vous êtes 800, vous allez passer à 1600 d'ici la fin de l'année? Oui, on recrute. Bon, j'espère que vous avez vos CV ou les trucs là, les jeunes, parce que. Voilà. Et quel profil on va chercher? Je fais l'article là. Enfin, en recherche et développement, dans les métiers industriels, les conducteurs d'installation, les techniciens de chimie, voilà, dans notre cœur de métier. Vous avez mis aussi en place un système de cooptation? Oui, alors les salariés sont ambassadeurs de notre marque et donc ont une prime de cooptation qui est assez avantageuse et qui permet aussi de bénéficier du réseau des salariés. Et ça marche? Plutôt bien, oui. Ouais. On peut bien arrondir ces fins de mois puisque la prime elle est de 1 000 euros par personne cooptée embauchée. Alors, et finalement, vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre, donc là on a quand même 2 exemples assez concrets de gens, de recruteurs qui se démènent pour attirer, et ça marche au final. On a évoqué dans l'étape précédente la RSE, la transition énergétique, mais ça va devenir un prérequis. À la table juste avant, on parlait de solaire thermique, il expliquait que Heineken disait à ses fournisseurs de malt, si c'est pas décarboné, on prend pas. Donc ça c'est simple, c'est-à-dire tous les sous-traitants doivent s'aligner ou n'existent plus. Donc il y a quand même une montée où on me laisse un peu de côté les notions, on va être moins compétitif si on devient plus vertueux, mais au contraire tout le monde monte en puissance en même temps, et ce qui fait que l'industrie est en train de donner le là quelque part. Vous disiez que c'est là que ça se passe, le changement. Oui, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure sur les enjeux auxquels sont connectées les activités industrielles. Les notions de marque employeur qui sont très importantes pour les nouvelles générations qui accèdent aujourd'hui au marché du travail. Il faut absolument les mettre en perspective, et il faut que les entreprises industrielles prennent dans leur culture le fait de mettre ça et d'éclairer leurs activités sous ce prisme-là. Ce qui n'est pas dans la culture. On a plutôt des approches qui sont techniques et sur la performance des produits traditionnellement dans l'industrie. Or, ces sujets-là, encore une fois, ça correspond à une réalité. Donc, c'est pas un changement culturel ou un changement de nature d'activité qu'il faut avoir, mais c'est être capable de donner à voir sous cet angle-là le sens que revêtent les activités de l'industrie. Et c'est vrai de toute la chaîne de valeur de l'activité industrielle, de la R&D jusqu'à la production. Tout ça, ça peut avoir du sens. Alors, dans la RSE, donc il y a plusieurs dimensions qui sont adressées sur l'ensemble des parties prenantes. L'entreprise étant une unité dans un monde complexe avec des parties prenantes et un environnement dont il faut tenir compte dans le cadre de développement de ces activités. Et on voit que ça devient en effet consubstantiel, indispensable au développement de l'activité pour des raisons d'acceptation sociétale, pour des raisons environnementales, pour des raisons réglementaires, pour des raisons d'accès au financement, pour des raisons d'accès au marché et pour des raisons de capacité à recruter. Donc tout ça fait un ensemble de choses qui en effet poussent les industriels à réingénérer la présentation de leurs activités en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes pour présenter ça sous un jour qui donne du sens au-delà de la pure activité économique à l'activité industrielle. Et c'est vécu par beaucoup d'entreprises comme une opportunité. On sent une cristallisation, là, une prise de conscience aussi en sortie de crise post-Covid, une accélération de ce phénomène de façon très importante. Il y a aussi, pour revenir sur l'enjeu d'élargir le vivier, on a beaucoup de travail à faire sur les publics féminins, puisque les métiers industriels restent des métiers très majoritairement masculins, en particulier les métiers d'atelier, de techniciens, d'opérateurs de production, alors qu'il n'y a aucune raison objective pour que ça perdure. Ce sont des métiers qui sont tout à fait accessibles, où les jeunes femmes ont des parcours d'épanouissement très importants. Nous, on fait tous les ans on remet un prix qui s'appelle le prix Marie-Christine Leblanc Trajectoire industrielle. L'objectif, c'est de mettre en valeur des parcours réussis de jeunes femmes dans l'industrie, à tout niveau, quel que soit le niveau de diplôme, quel que soit le parcours précédent. Et c'est enthousiasmant de voir ça. Et pourquoi pas plus? C'est vraiment... nous, on va fêter le 10e anniversaire l'année prochaine.
Et on se demande, c'est vraiment une voie à creuser parce qu'il n'y a absolument aucune raison que les jeunes femmes s'interdisent les orientations dans l'industrie, parce qu'on voit qu'il y a derrière aussi des représentations, des notions de plafond de verre, en particulier sur les études scientifiques et techniques, qui n'ont aucune raison d'être. Donc là, on a beaucoup de travail à faire et on va essayer aussi de mobiliser les entreprises sur ces sujets-là. Ça fait partie du changement d'image des métiers, mais être capable aussi d'élargir les viviers vers le public féminin. Merci beaucoup, on vous applaudit, merci à tous les trois. Et on va, j'en suis sûr, avoir des questions. On va vous faire passer un micro, monsieur devant et monsieur aussi. Ici. Bonjour. Alors, c'est pas une question, moi, c'est plutôt un témoignage. Donc, moi, je fais partie de la direction du lycée Gustave Eiffel. Simplement rappeler que c'est un groupe Paquebot France, 3700 apprenants, que nous formons les techniciens supérieurs et futurs ingénieurs dont la France a besoin, et aussi bien sur des formations à caractère tertiaire qu'à caractère industriel. Là où je voudrais témoigner, c'est dire, effectivement, je rejoins tout à fait les propos de monsieur Le Camus. Nous avons énormément de mal, je dis bien énormément de mal, à attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Et sur un laboratoire comme Gustave Eiffel, ce qu'on peut constater, c'est qu'on assiste à une tertiarisation du choix des jeunes au niveau de leur formation et leur qualification. Ça, c'est une tendance de fond, que j'ai 30 ans de boutique dans l'éducation nationale et que toutes les réformes qui sont passées par là ne visaient qu'une seule chose, c'est arriver à maintenir les jeunes vers les formations à caractère industriel, et que trop souvent, et là je rejoins ce qu'a dit madame, on voit des jeunes qui s'orientent par l'échec vers les formations à caractère industriel. Et peut-être terminer avec finalement ce qui m'est arrivé il y a 15 jours. Donc je suis allé dans un collège, le petit collège de quartier, où j'y ai passé une journée, où j'ai fait la promotion des métiers de l'industrie. Donc tous les heures, je recevais une vague de jeunes, et je commençais toujours par une question, c'est est-ce que vous pouvez me citer un métier de l'industrie? Et sur une journée, avec 7 vagues de jeunes, pas un seul jeune n'a été capable de me citer un métier d'industrie. On en est là. À part le métier d'ingénieur, sans savoir ce que c'était réellement, mais on m'a cité le métier d'ingénieur, mais j'ai eu droit quand même à du maçon et de l'électricien. Quand j'ai posé la question électricien, c'était plutôt l'électricien du bâtiment. Donc comment voulez-vous que notre jeunesse, on est au collège, il doit faire le choix de l'orientation, s'oriente de façon positive vers les métiers de l'industrie, alors que tout simplement, déjà, ils ont du mal à pouvoir citer un métier de l'industrie. Voilà où on en est. C'est pour ça qu'effectivement, je rejoins tous, on a besoin de toutes les entreprises et des organismes comme l'IUMM pour nous aider à faire la promotion des métiers de l'industrie. Très bien. On va peut-être prendre d'abord monsieur Juste pour rebondir pendant ce temps. Ensuite vous. En effet, quand on cherche à accéder au collège pour présenter les métiers, c'est vrai que les directeurs d'établissement nous disent oui, bah adressez-vous au SECPA. Voilà, clairement, on peut pas présenter nos métiers au 6e, 5e. Forcément, on nous dirige de suite vers les classes un peu dites en difficulté. Monsieur. Bonjour. J'avais une question parce que tout à l'heure vous évoquiez l'évolution de la vision du travail avec le Covid et tout ce qui s'est passé. Et donc effectivement, il y a aussi une évolution des priorités pour les nouvelles générations. Et je me demandais, est-ce que vous essayez de mettre en place une évolution du travail dans les entreprises? Je pense à plus de télétravail, à la semaine de 4 jours, etc. pour attirer plus de personnes dont ce serait une priorité au-dessus de revenus supérieurs, ou une évolution de ce style de travail. Qualité de vie au travail. Avec, oui. Oui, c'est un axe qu'on travaille notamment avec des horaires plus flexibles. La plupart des personnes, des salariés ont des horaires flexibles en dehors de la production. Et 2 jours de télétravail par semaine. Et aussi, on a laissé tomber, en tout cas pour notre site de Bruges, l'idée d'avoir des fermetures pendant les congés scolaires, le mois d'août, Noël, etc., pour laisser l'autonomie aux jeunes, notamment sans enfants, de prendre des congés à n'importe quel moment de l'année.
Alexandre, vous souhaitez réagir, et Florence? Oui, alors c'est une illustration. Le télétravail, c'est pas toujours compatible avec les activités de production, hein, donc ça dépend du contexte particulier de chacune des entreprises. Mais ce dont ça fait aussi partie du combat sur les représentations du métier de l'industrie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le travail industriel tel que le conçoivent beaucoup de gens sur le travail posté, l'optimisation, le Fordisme et tout ça. Aujourd'hui, on travaille plus comme ça dans l'industrie. On est sur des groupes projets multidimensionnels avec de la fertilisation croisée entre de la R&D, de la mise en prod, de l'industrialisation. On est sur de la gestion de projet, du travail en équipe. Les manières de travailler dans l'industrie, l'industrie du futur, la transformation de l'industrie, c'est aussi une transformation du travail. Et ça aussi, on a beaucoup certainement de travail de pédagogie et de donner à voir la réalité de ce qui se passe dans les entreprises, parce que souvent, ça correspond pas aux représentations qu'on peut en avoir. On va prendre une dernière question rapidement. Oui, alors c'était pour réagir à ce que disait tout à l'heure le monsieur. Donc pour resituer, moi je suis Vincent Mouchet, dont parlait Florence Gillot de Technia Aero tout à l'heure. Donc je fais partie d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans l'industrie. Et je remarque qu'effectivement on a de plus en plus de mal, puisque nous on est embaucheurs en fait. On est une association qui travaille pour nos entreprises adhérentes. On va embaucher ces personnes et les former. Moi dans l'industrie, donc je remarque qu'on a du mal effectivement à trouver et à attirer des personnes jeunes. Ma moyenne d'âge des personnes que j'embauche est bien plus âgée que sur des GEC BTP ou des GEC tertiaires par exemple. Donc on a nécessité de venir attirer des jeunes. Et on met en place une multitude d'actions pour ça, parce que là, on soulève des problématiques, mais donc derrière, il faut trouver des solutions, et il y en a de multiples, comme disait Alexandre de Camus tout à l'heure. Et pour ce faire, on fait par exemple des vidéos. Donc, il y a un projet avec la mission locale dans le territoire du Bas-Adé. Alors, c'est pas moi qui la gère, cette opération, mais c'est une de mes collègues, qui est en fait d'aller demander à des jeunes de la mission locale d'aller au sein des entreprises. Donc, il y a 8 entreprises qui ont été référencées sur ce territoire. En collaboration avec la communauté de communes et la mission locale, bien sûr. Et c'est en fait les jeunes qui vont aller dans les entreprises, faire des interviews, filmer les postes pour ensuite en parler à d'autres jeunes. Donc ça peut être une opération. Ce matin, j'étais à Pau au sein d'un groupe de travail. On envisageait la même chose, de faire des films pour ensuite les transposer sur des casques de réalité virtuelle. Alors je regarde là-bas parce qu'il me semblait que c'était ça en arrière dans le fond de la télé. C'est un moyen aussi, un outil qui permet d'aller toucher des personnes par des choses qui les attirent en fait. Donc il y a plein de choses à mettre en place et ces films et cette opération en est un moyen, et donc je voulais réagir par rapport à ce que disait le monsieur tout à l'heure. Merci pour votre témoignage. On vous applaudit à nouveau. Merci encore. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'accélérer vos transformations vers l'usine du futur. À tout de suite.